Le 23 avril dernier, le prince William et sa femme Kate ont accueilli leur troisième enfant, Louis Arthur Charles, un garçon de 3,8 kg, cinquième dans l'ordre de succession au trône. Très heureux, ravi, merci. Trois fois plus inquiet maintenant. Le 19 mai prochain, son frère, le prince Harry, épousera sa fiancée Meghan Markle. Ce mariage assez inattendu, c'est un bonheur, c'est une surprise, on y va à fond les ballons. En trouvant l'amour, les deux princes semblent ne jamais avoir été aussi heureux qu'aujourd'hui. On les chérit, William et Harry. Ils font partie de notre quotidien. Ils ont voulu absolument réussir leur vie privée, réussir le mariage qu'ils allaient faire. C'est comme ça que cette monarchie se nourrit et se perpétue. Qui est Meghan Markle et comment a-t-elle rencontré Harry? Je vous demande d'accueillir la charmante Meghan Markle. Comment cette Américaine, roturière, divorcée et métisse, a-t-elle convaincu la reine d'autoriser leur mariage? C'est tout sauf la jeune fille qui a été élevée pour devenir un jour compagne d'un des princes d'Angleterre, au contraire. C'est une femme qui donne l'exemple d'une chose, selon moi, très importante, qu'aujourd'hui, les barrières et les frontières de l'amour vont au-delà de tout. Quand tu aimes, tu peux. Et elle a réussi. Pourquoi dit-on déjà que Kate et Meghan se détestent? Font-elles semblant de s'apprécier? Kate doit garder sa position et c'est pas facile avec quelqu'un de nouveau qui arrive. Elles viennent de deux mondes différents. C'est deux mondes parallèles quand même. Une est formatée pour, l'autre, c'était pas prévu au programme. Pourquoi Harry est le prince préféré de la famille royale? Harry, après toutes ces années difficiles, est devenu finalement le membre de la famille royale le plus populaire, même devant la reine. C'est quand même une performance. Comment William vit cette situation? Veut-il vraiment devenir roi? William est la raison. La tête pensant, le gars qui va pas dépasser les bornes. William est prêt pour être roi. Voudrait-il l'être? On ne peut pas le décider, mais il a été préparé à cette fonction. Pendant longtemps, la vie des deux frères n'a été que drame et scandale. Ils sont nés dans des palais destinés à devenir rois et en même temps, ils ont vécu le drame le plus humain. Ils ont perdu leur maman alors qu'ils étaient tout petits. Le 31 août 1997, la princesse Diana disparaît dans un tragique accident de voiture à Paris, laissant Harry et William orphelins. Pourquoi William a-t-il refusé de participer aux obsèques de sa mère? Et comment a-t-il changé d'avis? Ils auraient voulu être seuls avec leur conscience, avec leur mémoire, avec leur tendresse pour leur maman, mais c'était impossible. Comment s'est reconstruit le prince Harry à la mort de sa mère? Pourquoi est-il tombé dans de lourdes dépressions? Harry, c'est le bébé de sa maman. Et donc, quand Harry se retrouve orphelin, quand il perd sa maman, eh bien, son monde s'écroule complètement. Comment les deux princes ont-ils surmonté la perte de leur mère? Ça a été un destin difficile, mais finalement, ils ont su surpasser ce moment difficile et trouver la force. Depuis 20 ans, les deux princes ont remplacé Diana, la princesse du peuple, dans le cœur des Britanniques. Alors, William et Harry, qui sont-ils vraiment? Le 27 novembre 2017, le prince Harry crée la surprise. Après seulement 1 an et demi de relation, il annonce ses fiançailles devant une centaine de journalistes, convoqués le matin même dans les jardins du palais de Kensington. Prince, comment s'est passée la demande? C'était une soirée inoubliable. C'était romantique? Bien sûr que ça l'était. Le fait que je sois tombé amoureux de Meghan incroyablement vite, c'était une confirmation pour moi que tous les astres étaient alignés, que tout était juste parfait. On est une équipe fantastique, on en est sûr. Je suis très excitée par tout ça. Tout est parfait. Une nouvelle relayée par les télévisions du monde entier qui fait l'effet d'un tremblement de terre. Le prince Harry a annoncé son mariage avec l'actrice américaine Meghan Markle. Prince Harry et Meghan Markle sont fiancés. Nous allons avoir une princesse américaine. À 33 ans,
Harry, le prince le plus convoité de la planète, a finalement trouvé la femme de sa vie. C'est l'événement que nous attendons depuis des années. On désespérait que cet éternel célibataire finisse par se caser. Les femmes ont dû pleurer parce qu'ils ont dû dire « Oh là là, c'est fini, on ne peut plus marier le prince charmant de Cinderella ». L'heureuse élue s'appelle Meghan Markle. Elle est magnifique, Meghan, elle est absolument sublime. Il s'embête pas, Harry, je crois. Je la trouve merveilleuse, elle est très belle. Et puis c'est une femme de son époque. Quasiment inconnue en Europe, il y a encore un an, désormais la future princesse crée l'émeute à chacune de ses sorties. Doucement, doucement, reculez, un pas en arrière. Il y a une sorte de Meghan mania qui s'est développée dans des délais incroyables. Je veux dire, très très rapidement, elle est devenue l'une des femmes les plus connues de la planète. Meghan fait rêver parce que c'est une jeune fille qui sort d'un milieu modeste et qui va être dans la famille la plus fameuse et la plus photographiée au monde. Je vous demande d'accueillir la charmante Meghan Markle. Bonjour Meghan, vous êtes magnifique. Pourtant, sur le papier, Meghan Markle, 36 ans, qui est roturière, américaine, métisse, actrice divorcée et plus âgée que Harry, n'a rien pour séduire la famille royale. C'est l'anti-princesse anglaise quand tu vois sa destinée. Comédienne, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Le fait qu'elle soit divorcée, on n'a pas tellement plu la reine d'Angleterre. Elle rentre dans 0 case. Ah ben, de quoi avaler ses scones de travers à Buckingham Palace? Les jeunes aujourd'hui trouvent ça formidable, une actrice américaine qui a l'air assez délurée, puis le prince Harry qui lui-même était bad boy. C'est de l'élixir de transgression tous les deux, vous voyez. Donc ils amènent un petit vent de folie. Face à la détermination de Harry à épouser Meghan, Élisabeth II a autorisé cette union encore inenvisageable il y a quelques années. Le fait que la reine Elisabeth valide le mariage de Harry avec cette jeune femme qui n'est pas issue de l'aristocratie, même pas anglaise, c'est un pas vers la modernité. C'est un respect de l'amour de ces deux jeunes gens. Et rompre avec la vieille tradition aristocrate un petit peu poussiéreuse, ça la rend elle aussi un petit peu plus rock'n'roll. Et Élisabeth II n'a pas fini de surprendre ses sujets. Pour Noël, elle a invité Meghan Markle à se joindre au Windsor. Un privilège auquel aucune fiancée de la famille n'avait jamais eu droit. Meghan, elle a eu la chance de passer Noël avec la reine. Ça n'avait jamais été fait auparavant, donc tout le pays, les citoyens britanniques, ils se sont dit « Ah, eh ben, les temps changent, c'est drôle ». C'est à 40 km de Londres, au château de Windsor, la résidence de campagne préférée de la reine, qu'aura lieu la cérémonie le 19 mai prochain. Une forteresse de presque 1000 ans, chargée d'histoire pour la famille royale. Il faut bien comprendre que c'est extraordinaire comme cadeau que la souveraine fait, parce que la chapelle royale Saint-Georges de Windsor, c'est un endroit exceptionnel. C'est là où Harry a justement été baptisé, en 84. Donc c'est un lieu plein de symbolisme et de souvenirs pour lui. On est tout près de Londres, mais en même temps, on n'est pas en plein cœur de la ville parce que Harry, c'est pas l'héritier du trône, c'est jamais que son petit frère. Comme pour Kate Middleton il y a 7 ans, les moindres faits et gestes de Meghan sont scrutés pour essayer de découvrir des détails sur ce mariage ultra secret. Je suis sûre que déjà, Meghan fait les nuits blanches, hein, parce que c'est difficile. Hein. Quand tu dois organiser 1000 choses, tu as 1000 invités, il faut rien oublier. Meghan Markle ne doit rien laisser au hasard, à commencer par sa robe de mariée, qui sera l'objet de tous les regards le jour de la cérémonie. Mais une question est sur toutes les lèvres. Cette robe fera-t-elle d'elle une princesse? Un air de déjà-vu pour l'actrice, aperçue en blanc dans un épisode de Suits, la série qu'il a révélée au public. On imagine bien qu'elle ne va pas se marier en perfecto avec une mini-jupe. Ça, c'est impensable pour un membre de la famille royale. Toujours est-il qu'elle a son mot à dire et que c'est quelqu'un qui a toujours eu un fort caractère. Donc on peut s'attendre en effet à un petit twist, à un petit zeste d'originalité de sa part. Je ne me souviens pas avoir déjà vu une mariée aussi belle. Selon les rumeurs, Meghan Markle devrait consacrer 450 000 € à sa robe de mariée, une des dépenses les plus importantes du mariage. Alors il y a
quelques stylistes qui sont déjà pressentis. On parle beaucoup d'une certaine Mika Nono, qui est une grande amie de Meghan Markle, qui l'a déjà notamment habillée sur les plateaux de la série Suits. Il y a également Jessica Mulroney, qui est d'origine canadienne et qui habille, entre autres, la jeune épouse de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Et pour marquer les esprits, Meghan Markle pourrait également bousculer les traditions religieuses à cause de sa famille. On la sait très très proche de sa maman. En revanche, elle a des relations un petit peu plus distantes avec son père Thomas. Élevée par sa mère après le divorce de ses parents, Meghan voit peu son père, qui vit au Mexique, reclus et sans le sou. Une des dernières rumeurs en date dit qu'elle aurait demandé à sa mère de l'accompagner à l'hôtel et non pas à son père. Alors, c'est casser la tradition, mais c'est aussi se faire respecter en tant que femme dans ses choix. Elle donne le ton, elle donne le là très rapidement et cela laisse présager d'une jeune femme énergique qui va très très bien tracer son chemin dans la famille royale. Côté invité, les futurs mariés aimeraient aussi créer la surprise avec un parterre beaucoup plus paillette que royal. Meghan n'est plus actrice dans la série Suits, mais elle est restée très amie avec beaucoup de ses partenaires, donc on peut espérer en voir quelques-uns. Elle est aussi amie avec Serena Williams, la championne de tennis. On sait que Harry est super pote avec Barack Obama. Je peux t'interviewer si tu veux. Non, non, faisons comme prévu. Je suis plus à l'aise comme ça. Mais ni Barack Obama, ni l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, ne seront présents. Harry n'étant que 6e dans l'ordre de succession au trône. Ils auront au moins une invitation. Tout le Gotha mondial rêve d'obtenir son carton d'invitation. Mais seuls 600 privilégiés auront le droit d'assister à la cérémonie. Un mariage qui suscite d'ailleurs les rumeurs les plus folles. La plus incroyable, le retour des Spice Girls, le célèbre girls band anglais. Toutes ces spéculations font le bonheur des bookmakers londoniens. Si le premier sport en Angleterre est le polo, le deuxième est probablement le pari. Et il est vrai que déjà à l'heure actuelle, les bookmakers s'en donnent à cœur joie. Le prince Harry portera-t-il, oui ou non, la barbe le jour de son mariage? Meghan Markle va-t-elle, oui ou non, arborer un diadème et lequel? Le goût du gâteau, le thème du mariage ou le nom de la demoiselle d'honneur de Meghan. Tous ces paris déchaînent les passions. La famille royale n'avait plus suscité un tel engouement depuis la naissance des enfants de Kate et William. C'est un garçon, c'est un gros bébé. Un regain d'intérêt très attendu, puisque ce mariage royal pourrait faire gagner près de 600 millions d'euros à l'économie britannique. La monarchie, ça rapporte aussi. Chaque fois qu'il y a un mariage en Angleterre, forcément, il y a les touristes, on vend du merchandising, vous savez, des boîtes à biscuits improbables, des objets plus kitsch les uns que les autres. Les Anglais adorent ça. Ces mariages princiers, c'est vraiment un bouffet d'air frais pour les Britanniques. Comme tu l'as dit, c'est le moment de construire notre avenir à deux. On n'en est qu'au début. Il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. En épousant Meghan Markle, le prince Harry redonne le sourire à la monarchie, comme William avant lui. Les deux frères, toujours côte à côte, sont unis comme jamais. Le prince Harry a une telle relation complice avec son grand frère William, ils ont vécu tellement de choses ensemble qui les ont soudés enfants, qu'ils ne pouvaient pas faire l'impasse. Le témoin principal du prince Harry, ce sera son grand frère. Harry et William semblent avoir enfin tourné la page du plus grand drame de leur vie. Le cauchemar de William et de son frère Harry commence le 31 août 1997. Madame, Monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Tout le monde est sous le choc, il y a une vague de choc. Je croyais à une blague. Je dis, c'est pas possible. Elle est trop jeune. Ce type de personne ne meurt pas. C'est une des grandes tragédies de la monarchie britannique. C'était totalement imprévisible. Un accident qui vole à toute une opinion mondiale une icône. C'était une injustice pour elle. Elle ne le méritait pas. C'était la princesse du peuple. Puis on pense tout de suite à William et Harry.
Au moment du drame, William, 15 ans, et Harry, 12 ans, sont en vacances au château de Balmoral, en Écosse, avec la reine et leur père. On sait que c'est le prince Charles qui a été les réveiller personnellement en ce dimanche pour leur annoncer la nouvelle. Et ils ont des mots absolument touchants et incroyablement émouvants lorsqu'ils reparlent de ces moments-là, disant « on ne comprenait pas, on n'a pas vraiment compris ». La mort de leur mère, c'est évidemment le ciel et la terre qui s'effondrent. Élisabeth II, leur grand-mère, va alors tout faire pour les préserver du tourbillon médiatique en train de démarrer à Londres. L'émotion, elle a été planétaire. Je crois même que j'emploierais plutôt le mot hystérie planétaire qu'émotion planétaire. C'était un truc de fou. La première réaction de la reine, lorsqu'elle l'a appris un petit peu plus tôt, ça a été de dire « retirez immédiatement les radios et les télévisions du palais ». La reine a désespérément essayé d'être une grand-mère, de protéger ses petits-fils. Elle a voulu qu'ils aient quelques jours à Balmoral pour juste encaisser cette nouvelle épouvantable. Si la reine veut couper les deux princes du reste du monde, c'est qu'elle-même a déjà vécu un tel drame. La mort brutale de son père, George VI, en 1952, alors qu'elle avait 25 ans. Élisabeth savait exactement ce qu'elle faisait. Elle-même a appris la mort de son père alors qu'elle était en voyage. Et elle est partie d'Angleterre en tant que princesse, elle en est revenue en tant que reine. Et la déferlante médiatique, elle sait ce que c'est que de la subir. Et elle ne voulait pas l'imposer à ses petits-fils aussi jeunes et aussi fragiles. Malgré les efforts de la reine, la ferveur autour de Diana gagne Balmoral et va atteindre de plein fouet les deux princes. Dès le lendemain de la nouvelle, ils assistent quand même à une messe près de Balmoral où ils sont contraints de voir des gens, de voir des petits mots, de voir des fleurs. Il y a Harry qui dit cette chose assez bouleversante. Il dit qu'il, lui, n'arrivait pas à pleurer, mais que les gens qui le touchaient avaient les mains humides de leurs propres larmes. Les deux frères sont d'autant plus dévastés par le chagrin qu'ils n'arrêtent pas de penser à leur dernière conversation avec leur mère Diana. Un coup de fil qui a lieu quelques heures avant le drame. Ils sont en train de jouer avec leurs cousins dans le jardin, il fait beau, c'est super, c'est l'été. Elle appelle de Paris, elle dit qu'elle rentrera le lendemain et elle leur dit entre autres qu'elle leur a trouvé de jolis et de beaux cadeaux. Et en fait, ils écourtent un petit peu ce coup de fil. Maman, on retourne jouer, tout va bien pour toi, super, on se retrouve dans quelques jours. Depuis 20 ans, Harry et William regrettent l'attitude désinvolte qu'ils ont eue envers leur mère en ce jour tragique. Cette dernière conversation les a vraiment hantés parce qu'évidemment, ils ne pouvaient pas savoir que ce serait la dernière. Ils ont été très blessés de se dire qu'ils auraient dû faire plus attention à elle, être plus présents, prendre plus de temps. William. Thank you so much. Thank you. William et Harry passent 6 jours effroyables à Balmoral. Mais ils ignorent qu'une épreuve encore plus choquante les attend à leur retour à Londres. Les funérailles nationales de leur mère. Les obsèques de Diana, c'est le grand traumatisme de ces deux frères. Ça a été un moment absolument terrible pour eux. Et ça, c'était bouleversant, vraiment une image qui a bouleversé toute l'Angleterre. Le 6 septembre 1997, William et Harry, devenus les orphelins les plus connus de la planète, se retrouvent exposés face aux caméras du monde entier. Quand vous les voyez derrière suivre le cercueil de leur maman, c'est quand même le truc le plus émouvant, quoi. Ils sont d'une dignité incroyable, incroyable. Comment ne sanglotent-ils pas? Comment arrive-t-il que le soir, en rentrant, je veux dire, on les imagine effondrés dans leur lit en pleurant dans leur oreiller? Ils incarnent à ce moment-là ce côté regal de la famille royale, c'est-à-dire on est droit, on ne laisse rien paraître. C'est vraiment la devise de la reine du « never explain, never complain ». 2,5 milliards de téléspectateurs dans 180 pays regardent ces images poignantes et s'interrogent sur cette lettre aperçue sur un lit de lys, les fleurs préférées de Diana. Je pense que la chose qui nous a le plus ému, c'était le mot « mamie » qui était posé sur le cercueil, qui était écrit par le prince Harry. On avait tous envie de le prendre dans nos bras en disant « pauvre petit garçon, et sa mère est décédée, il vit une épreuve que personne n'a envie de vivre ». Harry et son frère William ne craquent pas.
Pourtant, quelques jours plus tôt, il refuse catégoriquement de participer à cette procession. C'est déjà suffisamment terrible d'avoir perdu sa maman, alors vivre son deuil pendant une procession de 30 minutes à travers la capitale et avec même des milliards de personnes qui nous regardent, qui nous scrutent à la télévision, vous imaginez à quel point c'est terrible, c'est un poids pour ces enfants. Ils auraient voulu être seuls, avec leur conscience, avec leur mémoire, avec leur tendresse pour leur maman, mais c'était impossible. C'est le prince Philippe, le mari de la reine et grand-père des deux garçons, qui va convaincre William de prendre place dans le cortège. C'est vraiment son grand-père, le duc d'Édimbourg, qui lui a dit « Et si je viens avec toi, et si je suis avec toi ?» Et là, tout d'un coup, William a vraiment senti toute la famille réunie. Il va se dire « Diana a fait un miracle par-delà la mort », c'est-à-dire qu'elle réconcilie une famille qui était déchirée, et lui, sa place normale, eh bien, c'est de marcher derrière elle. Soutenus par leur grand-père et leur père, le prince Charles, les garçons marcheront tête baissée presque 2 kilomètres derrière le cercueil de leur mère. Dignes et stoïques, ils s'attirent le respect et l'affection de tout un peuple. Ça fait partie de leur devoir, quelque part, mais à 15 ans, 12 ans, on ne choisit pas. Je trouve que c'était d'une violence extrême, et c'est pour ça qu'on a tellement de sympathie pour Harry et William aujourd'hui. William se cache derrière sa mèche, comme le faisait Diana, le fameux regard de Diana sous la mèche. Il essaye de se protéger de ces regards de millions de gens. Harry, encore plus fragile, dit que ça a été le plus gros choc de sa vie. Il trouve que c'était pas normal qu'on demande à un enfant de faire ça et qu'aujourd'hui, il estime qu'on ne le ferait plus d'ailleurs. Et l'émotion va encore monter d'un cran pendant la cérémonie religieuse à l'abbaye de Westminster, lorsqu'Elton John s'installe au piano pour rendre hommage à son amie Diana. Candle in the Wind, Elton John, c'était probablement le moment le plus émouvant, puisque c'était l'un des meilleurs amis de Diana. Et oui, il y avait tellement d'émotions dans sa voix, il y avait tellement de tristesse. C'est un moment où tout le monde a pleuré. Y compris, on le voit dans la cour royale, les gens pleurent. Moi, je regardais la télévision et je pleurais. Et je me disais, et eux, ils n'ont même pas le droit de pleurer, quoi. Il y avait les flashs sur les 2 enfants qui étaient impavis. Prince Harry confiera plus tard, c'est le seul moment réellement où j'ai cru que j'allais craquer. J'avais promis à maman que je ne pleurerais pas. À ce moment-là, j'ai failli. Passé l'épreuve des funérailles, Harry doit apprendre à vivre sans sa mère, qu'il chérissait. Il ne sait pas encore que ce sera le plus dur combat de sa vie. Harry, c'est le bébé de sa maman. Et donc, quand Harry se retrouve orphelin, quand il perd sa maman, eh bien, son monde s'écroule complètement. Il ne peut pas croire ce qui lui arrive. Ça paraît inconcevable. Il dira et répétera que pour ne pas souffrir, il devait ne pas penser à sa mère. Harry a souffert énormément. Il l'a dit récemment, il l'a confié, il a quand même traversé des épisodes dépressifs très violents. Il a vraiment failli, par moments, perdre le sens commun. Harry a évoqué ce traumatisme pour la première fois il y a seulement quelques mois à la radio. Je peux dire sereinement que perdre ma mère à 12 ans et par conséquent bloquer toutes mes émotions pendant ces 20 dernières années, ça a provoqué des conséquences sérieuses, pas seulement sur ma vie personnelle, mais aussi dans mon travail. Le jeune prince en parle pudiquement, mais en réalité, l'adolescent paumé a vécu une longue descente aux enfers. Après les funérailles de sa mère, William va donner l'impression de gérer le chagrin beaucoup mieux que son frère. Il reprend sa vie de lycéen à Eton. William, lui, n'a rien laissé paraître. Il avait 15 ans, il a continué à poursuivre ses études. Tout autour de lui, il a à la fois des professeurs et des camarades qui lui servent de soutien et qui sont à ses côtés. Il est intégré dans quelque chose qui va le protéger et qui va être une sorte de cocon. En réalité, si William ne sombre pas, c'est qu'il n'a pas le choix. Il est l'aîné et futur roi.
et il n'a pas le droit de s'apitoyer sur son sort. William est la raison, la tête pensant, le gars qui va pas dépasser les bornes. Son chemin, il est choisi. Il n'a pas la liberté de le refuser. Il doit faire des bonnes études, il doit apprendre son métier de roi. C'est plus facile pour William. Il a une béquille. Cette béquille, elle est assez forte, c'est la couronne. Il sait où il doit aller. Depuis qu'il est né, William est programmé à être exemplaire en tout point. À ce moment-là, après la mort de sa maman, William a pris conscience plus que jamais de son rôle et de sa place au sein de la famille royale. Pendant ses 3 dernières années d'internat à Eton, c'est Élisabeth, sa grand-mère, qui va se charger de lui enseigner son futur rôle de roi. Sa grand-mère le reçoit au moins une après-midi par semaine, peut-être plus souvent. La reine le sait trop bien. Être roi ne s'improvise pas. Elle lui explique à la fois son expérience, des souvenirs, ce qu'il peut attendre en étant roi. Il lui fait donc un cours nourri de l'expérience de plus de 60 ans de règne. À 18 ans, en souvenir de sa mère, William part 3 mois au Chili sur un projet communautaire et écologique. Je voulais faire quelque chose de constructif cette année. J'avais vraiment besoin de me sentir utile. J'ai pensé qu'il fallait que je vienne en aide à des gens dans le besoin et que je me confronte à différentes populations du monde. C'est l'idée d'être capable d'avoir une vie normale. C'est limite un mantra pour William, c'est-à-dire qu'il le répète en permanence. C'est même la première fois qu'un futur roi d'Angleterre se fait filmer à ce point-là dans son intimité. On voit le prince William, par exemple, qui est en train de nettoyer des toilettes dans un centre pour enfants délaissés. Il y a cette volonté extrêmement forte, totalement héritée de Diana, d'être proche des gens. Salut, c'est Will. Ne supportant pas la surmédiatisation dont il est victime depuis le décès de sa mère, Lady Diana, William rompt 150 ans de tradition en choisissant d'intégrer l'université de son choix. Ça va être de choisir l'université de St Andrews, qui n'est pas du tout une université fréquentée par les membres de la famille royale. Il choisit la discrétion et surtout l'éloignement des médias. Depuis la mort de sa mère, il veut être dans un endroit plus discret. Quand ce choix inattendu est annoncé, les demandes d'inscription féminine explosent. Parmi les prétendantes, une certaine Kate Middleton. Cette année-là, les inscriptions augmentent de 44%. Beaucoup de filles veulent intégrer l'université. Kate Middleton fait partie de ces filles. En intégrant cette faculté, Kate espère secrètement pouvoir mettre la main sur le plus beau parti d'Angleterre. Elle est allée à la même université parce qu'elle voulait l'attraper. Elle voulait sortir avec lui. C'était loin d'être sûr qu'elle allait aller plus loin que juste une rencontre rapide. Depuis toute petite, la jeune femme rêve d'épouser William et de devenir princesse. Dès son plus jeune âge, à l'école, elle a eu un penchant pour la famille royale. Elle a toujours aimé ça. Elle avait déjà un poster de William dans sa chambre. Elle a toujours eu envie, depuis sa toute jeune âge, de devenir princesse et d'épouser le prince William. Poussée par sa famille, elle fait tout pour séduire le jeune prince. C'était comme une bombe envoyée par la famille pour attraper le futur roi d'Angleterre. Le 27 mars 2002, lors d'un défilé de mode caritatif, Kate va enfin atteindre son objectif. Elle s'est dit, bon, William va être là, il faut que j'attire son attention. Donc elle a mis une robe assez transparente, qui a tout de suite fait le tilt. Et là, elle passe du statut de la fille intelligente, sympa, sérieuse, à la fille sexy. William aurait dit « Waouh, Kate, c'est chaud ». Il a eu un coup de foudre. C'est ce soir-là que le couple échange son premier baiser et entame une relation sérieuse. Pourtant, Kate n'a pas vraiment le profil de la princesse idéale. Issue d'un milieu ouvrier, elle ne fait pas partie de l'aristocratie. Elle est roturière, elle est fille de Michael et Carol Middleton. Ses parents sont des gens assez normaux qui avaient vraiment le souhait de s'élever dans la société. Ambitieux, ses parents, d'anciens employés d'une compagnie aérienne, ont fait fortune dans les articles de fête.
C'est une famille petit bourgeois, si vous voulez, jusqu'à qu'il crée cette entreprise d'accessoires de fête qui les rend ce qu'on appelle les nouveaux riches. La famille Middleton, c'est le côté un peu self-made man qui réussit et qui monte dans l'échelle sociale. C'est un rêve éveillé. Pour William, qui a souffert du divorce de ses parents et de la mort de sa mère à 15 ans, les Middleton sont une bénédiction. Le prince William a retrouvé dans les Middleton une normalité, une famille unie, une famille saine, une famille stable. C'est quelque chose qu'il n'avait jamais connu et auquel il aspirait vraiment. William découvre une chose aussi naturelle que de pouvoir prendre le petit déjeuner en pyjama, une simplicité dont il a souvent rêvé. Les parents de Kate ont vraiment servi à un moment de parents de substitution. Pour William, il a passé des Noëls chez eux. Il est extraordinairement heureux chez ses beaux-parents. Il y a passé des week-ends entiers plutôt que d'aller dans les palais de sa grand-mère. Alors que William a enfin trouvé la chaleur d'un foyer, son frère Harry est en pleine descente aux enfers. Le prince Harry, 20 ans, s'est déguisé récemment lors d'une fête avec un uniforme nazi et les tabloïds ne l'ont pas raté. Il fait la une du Sun. Début janvier 2005, l'enfant chéri des Anglais commet l'irréparable. Harry est photographié portant une croix gammée à un bal masqué. Le cliché scandalise la planète entière. Ces photos, quand elles sortent dans la presse, ça fait un buzz terrible, un bad buzz terrible. Ça rappelle des souvenirs épouvantables. L'Angleterre ayant été menacée d'être détruite par les Allemands et par Hitler. On est à 15 jours des commémorations de l'Holocauste juif qui doivent être célébrées à Londres. Ça va mettre l'Angleterre et le monde entier un peu en émoi. Depuis la mort de sa mère 8 ans plus tôt, Harry est à la dérive. Tous les soirs, après les cours, comme remède au chagrin, il n'a trouvé que l'alcool, la drogue et les nuits blanches. Très vite vont commencer les soirées particulièrement arrosées. Le prince adore le gin. Mais il y a également un peu plus que de l'alcool. Il y a de la drogue aussi qui circule. Harry, c'est un noceur, c'est un sorteur. C'est vraiment le bad boy de la famille. Une vie de débauche qui lui fait totalement oublier qu'il est tout le temps suivi par une horde de paparazzi. C'est le seul de la famille royale qu'on a pu voir sortir titubant d'un club au point où il a failli tomber. Rappelez-vous aussi qu'il était surnommé Harry Pothead, jeu de mots évidemment avec Harry Potter, parce qu'on disait qu'il fumait des joints, etc. C'est aussi le seul prince photographié nu, comme dans cette suite d'hôtels à Las Vegas, en compagnie de plusieurs jeunes femmes également dévêtues. Deuxième grosse entorse, on va dire, à sa fonction de membre de la famille royale, c'est le fameux strip poker à Las Vegas. Il se lâche complètement, on le retrouve à poil, ça n'est pas très grave. Le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un autour de lui pour balancer l'affaire. Harry n'a jamais oublié à quel point les journalistes ont harcelé sa mère jusqu'à sa mort tragique. Le 22 octobre 2004, cette nuit-là, c'est le flash de trop et Harry va devenir fou. Ça va aller jusqu'aux mains, il va pouvoir se révéler violent dans ce genre de circonstances. Le prince n'hésite pas à cogner quelques paparazzi qui veulent des photos un peu privées. Même s'il va de plus en plus loin, le peuple britannique reste exceptionnellement indulgent avec Harry, son petit prince orphelin. Il est en souffrance, c'est sa manière de réagir, il est en rébellion. Oui, on lui pardonne tout. Le peuple britannique aime entendre ces frasques, ces moments de folie, ça le rend plus humain. Si Harry peut tout se permettre, c'est aussi parce qu'il est le second de la fratrie. Une position qui le protège et l'autorise à être lui-même. Harry n'accédera jamais au trône. Il n'a pas la place ni la pression que peut avoir William. Il n'est pas l'aîné, il est le plus jeune, donc on a la possibilité de faire plus de bêtises, je pense. C'est un trait qui est complètement fondamental dans la personnalité d'Harry. Il peut se permettre d'être un petit peu plus frivole que son frangin. Pendant qu'il est à la dérive, Harry est très entouré par sa famille. Son père, Charles, fait tout pour qu'il ne sombre pas complètement. En fait,
Charles est un excellent père. Quand Harry commence à flirter dangereusement avec la consommation de cannabis, eh bien, il l'emmène dans un centre de désintoxication. Et Charles fait ça avec pas mal d'intelligence. En fait, c'est un papa plus moderne qu'on le pense. C'est un père très affectueux, qui est beaucoup plus démonstratif qu'on ne peut imaginer. Après la mort de Diana, Charles a essayé d'être un bon père pour Harry et William, comme ils l'ont confié récemment. Notre papa, Charles, a été présent pour deux. Il a tant bien que mal tenté de remplacer maman et nous lui en serons infiniment reconnaissants. Malgré le soutien de son père, ce qui va vraiment sauver Harry, c'est de réaliser son rêve d'enfance. Devenir soldat et servir la couronne. Contrairement à son frère, son université à lui sera d'entrer directement à l'armée. L'armée, ça a été vraiment salvateur pour lui. Tout d'un coup, il avait une utilité. Ça a été un très bon soldat. Et c'est un catalyseur qui tout d'un coup lui donne une vocation. Ça va plaire beaucoup à la famille, ça va plaire beaucoup à sa grand-mère, la reine Elisabeth, qui a une grande tendresse pour les militaires. Et la reine vient leur rendre visite et elle passe devant tout le monde et ils sont tous comme ça. Et alors Harry fait un grand sourire à sa grand-mère parce que c'est sa grand-mère tout de même. Harry n'a qu'une idée en tête, faire honneur à sa patrie en allant se battre en Afghanistan. C'était une façon aussi de s'éloigner de sa famille et de grandir. C'était une preuve de maturité de sa part que de vouloir être loin des siens. Ça lui a énormément apporté. Son statut de prince d'Angleterre l'oblige à avoir l'autorisation du gouvernement, qu'il obtiendra à une condition, être là-bas incognito. Il a montré qu'il existait pour sa propre valeur, en fait. Pas simplement parce qu'il a un titre, pas simplement parce qu'il est le fils de, mais parce que c'est un soldat qui se bat et qui est respecté par ses camarades. Entouré de simples soldats, Harry s'épanouit comme jamais. Mais son identité secrète va être découverte. Ça va être révélé par un site internet américain, sa présence va être révélée là-bas. Rattrapé par sa notoriété mondiale, il devient une cible. Finalement, c'était une menace pour toute la troupe parce qu'il pouvait être l'objet d'un attentat ou d'un enlèvement. En restant en Afghanistan, il met sa vie en danger et de fait celle des soldats qui l'entourent. Le gouvernement le fait rapatrier d'urgence en Angleterre. Privé de l'armée, sa bouée de sauvetage, Harry connaît une nouvelle période de déprime. Et c'est son frère William qui va lui permettre de surmonter enfin le traumatisme psychologique de la mort de leur mère. Harry a dit que c'était William qui l'avait aidé dans ces périodes dépressives, qui lui avait dit d'aller consulter quelqu'un, qu'il n'y avait pas de honte à avoir. Et aujourd'hui, quand il se rend compte de tout le bien que ça a pu lui faire, il a décidé avec son frère et avec Kate Middleton de s'engager justement pour les maladies mentales, pour la psychologie, pour le fait de parler, de verbaliser. J'ai toujours pensé que ça ne servait à rien de ressasser le passé. Ça rendait plus triste, c'est tout. Ça ne changeait rien, ça ne ramènerait pas maman. Quand tu penses comme ça, c'est dramatique. Tu m'as toujours dit qu'on devait s'asseoir et évoquer son souvenir, mais moi, à l'époque, je me forçais à ne jamais penser à elle. En faisant son deuil, Harry peut enfin se reconstruire et prendre son envol. Depuis les frasques et les scandales, Harry consacre son temps à de nombreuses œuvres caritatives, comme le faisait sa mère. Et très vite, il est devenu le prince le plus populaire de la planète. Harry, après toutes ces années difficiles, est devenu finalement le membre de la famille royale le plus populaire, même devant la reine. C'est quand même une performance. Si Harry est désormais le chouchou des Anglais, c'est surtout qu'il apparaît comme le seul véritable héritier de la princesse Diana, sa mère. Harry a vraiment hérité du magnétisme de Diana, de sa capacité de contact, de son empathie. Il crée du lien incroyablement rapidement. Il va vers les autres, il ose, lui, braver ses barrières de sécurité, ses barrières métalliques, il ose aller vers la population, leur tendre la main. Il parle aux gens, il les regarde dans les yeux, il les écoute. Il ne va pas hésiter à prendre quelqu'un dans ses bras, il ne va pas hésiter à se révéler vraiment très humain. Une proximité avec le peuple qu'on n'attend pas d'un prince, mais qui fait de lui l'homme le plus normal de la famille royale. Alors d'accord, ok, il est prince, il le sait, mais il se la pète pas. Harry, c'est pas un mec qui se la pète. Harry n'aime pas l'étiquette royale. Il aime bien que les gens l'appellent Harry, pas Sir. Donc, c'est un homme ordinaire. Si Harry a toujours aspiré à une vie tranquille, loin des fastes des palais de la cour,
il a toujours quand même montré un sens aigu du devoir. Il connaît sa place au sein de la couronne. Il aurait pu tout envoyer balader. Il aurait pu 1000 fois partir avec une nana au bout du monde et dire voilà, je me casse. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais oublié qu'il était un prince d'Angleterre et qu'à ce titre-là, il avait un rôle à jouer. Et la mission de sa vie, Harry va la trouver fin 2013, en accompagnant des soldats blessés au pôle Sud. Le but de tout ça, c'est de montrer à quel point je suis impressionné par ces mecs. Ils ont connu l'enfer, et ils en sont revenus. Et malgré tout, ils sont encore capables de réussir l'impensable et d'y retourner, même blessés. À son retour, pour rendre hommage à ces hommes extraordinaires, Harry va avoir une idée formidable qui va faire la fierté de sa famille. C'est la preuve que tout est possible quand on a la volonté. Bienvenue au jeu, bienvenue aux Invictus Games. En 2014, il crée les Invictus Games, une sorte de Jeux olympiques pour les vétérans et les blessés de guerre. Je savais que c'était mon devoir d'utiliser ma notoriété pour que le monde entier reconnaisse l'esprit et s'inspire de la force de ceux qui ont un jour porté l'uniforme. C'est vraiment une œuvre caritative qu'il a portée à bout de bras. C'est quelque chose qui est très important pour lui. Il les organise tous les ans, il est très très investi. Et à partir du moment où il crée les Invictus Games, il a trouvé complètement son chemin et il est transformé. Ça devient, auprès de l'opinion publique, un jeune homme incroyablement populaire. Et c'est une de ses grandes réussites et c'est quelque chose dont sa mère aurait été extraordinairement fière. Harry s'investit tellement pour les Invictus Games qu'il va réussir l'impensable. Réunir dans un spot de promotion deux des personnes les plus inaccessibles au monde. S'il vous plaît, regardons-le ensemble. Oui. Hé, Prince Harry, vous vous souvenez quand vous nous avez demandé de tout donner aux Invictus Games? Méfiez-vous. Ah, sérieusement? Il parvient à convaincre Barack et Michelle Obama, le président le plus puissant du monde quand même, de tourner dans une vidéo où il se met lui-même en scène, et encore plus fort que ça, il parvient à convaincre sa grand-mère, Elisabeth II. C'est du jamais vu. Harry a visiblement la formule magique. Visiblement, vous vous trouvez face à lui, il vous dit « Allez, chiche, on y va, c'est bon ». Et en fait, on ne peut pas dire non, c'est impossible. Ami des stars, adulé par le peuple, investi pour des causes, Harry a tout pour plaire. C'est un grand charmeur. Ça, il faut dire, je le trouve très beau, avec ses cheveux un peu roux comme ça. Je l'ai toujours trouvé très beau. En 2016, à 32 ans, il est même élu prince le plus sexy de la planète. Il y a plein de photos qui le montrent sportif, en pleine possession de ses moyens, parfois torse nu. Ça a un petit peu excité les fantasmes, on va dire. Les jeunes femmes du monde entier ne rêvent que d'une chose, épouser Harry et devenir princesse. Il reçoit des demandes en mariage, des déclarations passionnées, parce que c'est vraiment le bachelor le plus bankable de la planète. Malgré son succès auprès de la gente féminine, Harry n'arrive pas à garder ses petites amies, qui finissent toutes par le quitter, incapables d'assumer un rôle de princesse. Il y avait trop de pression sur ces filles qui n'étaient pas prêtes à affronter la presse tabloïde, la pression des devoirs de la famille royale, donc finalement, ils n'ont pas tenu le coup. À chaque fois, elles se sont dit, non, moi, rentrer dans la firme, comme on surnomme la famille royale, c'est pas pour moi. Des séparations douloureuses pour le prince Harry, qui, dans l'intimité, ne rêve que d'une chose, trouver la femme de sa vie et fonder une famille. Ça fait très longtemps qu'il dit qu'il a envie d'avoir un chien, qu'il a envie d'avoir des enfants, qu'il a envie d'avoir cette vie calme et affectueuse et chaleureuse. Et à chaque fois, d'une certaine manière, il y a cru. Harry a pas mal souffert de cette manque affective, la manque d'avoir une copine, une future mariée à ses côtés. Il y a 2 ans, alors que le prince Harry n'y croit plus, il va enfin trouver le grand amour. L'histoire de Meghan Markle, c'est celle d'une Cendrillon métisse que rien ne destinait à épouser un prince.
Meghan vient d'un milieu assez modeste. C'est tout sauf la jeune fille qui a été élevée pour devenir un jour compagne d'un des princes d'Angleterre, au contraire. Elle a connu au fond des années difficiles. Née pauvre, Meghan grandit dans les bas quartiers les plus criminels de Los Angeles, où sévissent les gangs et les dealers de drogue. Meghan Markle, elle n'est pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est vraiment quelqu'un qui vient d'un environnement très très simple. Sa mère, elle est assistante sociale, prof de yoga. Son père, il est éclairagiste sur des séries. Elle n'est pas née à Beverly Hills, Meghan. Elle vient donc d'une famille assez middle, pour ne pas dire assez modeste. Son père est blanc d'origine irlandaise, sa mère est noire, afro-américaine, et on la prend souvent pour sa nounou. Chaque jour, en sortant de chez elle, Meghan est confrontée au racisme. C'est pas facile d'être métisse. On n'est pas blanc, on n'est pas black, on est entre les deux. Et du coup, on ne se sent pas toujours très bien admis dans une communauté ou l'autre. À l'école, elle raconte qu'on lui demande de cocher un formulaire où on dit « Est-ce que vous êtes blanc? Est-ce que vous êtes noir ?» et qu'elle ne sait pas. Elle n'a pas de case pour elle. Les insultes et les humiliations, loin de décourager Meghan, vont forger son caractère. À 12 ans, choquée par une pub sexiste pour un produit vaisselle, elle décide de partir en guerre contre la marque. Les femmes se battent contre la vaisselle et les casseroles sales. Je ne crois pas que c'est bien que les enfants grandissent en pensant que c'est leur maman qui doit tout faire. C'est toujours « maman fait ci, maman fait ça ». Elle a écrit à la terre entière. Elle a écrit à Hillary Clinton, elle a écrit à tout ce que le gouvernement comptait de personnes de poids. Et elle a eu gain de cause. Meghan réussit à faire changer le slogan de la publicité. Un exploit qui lui apporte les honneurs de la télévision. Tout le monde se bat contre la vaisselle et les casseroles sales. Si vous remarquez quelque chose que vous n'aimez pas ou qui vous choque, que ce soit à la télévision ou ailleurs, écrivez des lettres et envoyez-les aux bonnes personnes. Vous arriverez à faire changer les choses, pas seulement pour vous, mais pour tout le monde. On voit d'emblée la force de caractère de cette jeune femme et que c'est pas du tout juste une jolie jeune fille, mais que c'est quelqu'un qui a beaucoup de suite dans les idées et qui a une vraie vocation. Meghan sera aussi la première de sa famille à obtenir un diplôme universitaire. Elle va vraiment, dès son plus jeune âge, être marquée, caractérisée par l'ambition. Elle veut réussir. Toute petite, Meghan suit son père sur les plateaux de tournage. Dès lors, elle n'a qu'un objectif, devenir actrice et conquérir Hollywood. Pourtant, ses premiers castings tournent au fiasco. Lorsqu'elle a cherché des rôles, ça a été difficile pour elle de trouver une place parce qu'elle était métisse, on ne savait pas trop dans quelle case la mettre. Elle est 50-50, elle est à moitié blanche, à moitié noire. Elle disait « et je n'étais jamais suffisamment noire pour jouer des rôles de noire et jamais suffisamment blanche que pour jouer des rôles de blanche ». Meghan n'abandonne pas son rêve. Sa détermination a pris la forme d'un combat intime. En 2011, elle décroche enfin un rôle taillé sur mesure pour elle dans la série Suits. Elle incarne Rachel Zahn, qui est une juriste, qui rêverait de devenir avocate, mais qui est persuadée qu'elle n'en a pas les capacités. Où est-ce que tu vas? Tu as l'air pressé. Je dois finir de lire ce mastodonte. Harry Potter? Non, mais son auteur est britannique. Son personnage est sexy et métisse, comme elle, à un détail près. Dans la série, c'est le père de Rachel qui est noir et sa mère blanche. Elle a un rôle très pétillant, elle est jolie, elle est sympathique, elle est dynamique et elle est ultra sexy. Pour les besoins de la série tournée au Canada, Meghan s'installe à Toronto. À l'époque, elle est mariée à un producteur télé, Trevor Engelson. Mais leur union ne dure que 2 ans. Un échec sentimental dont la jeune femme se remet très vite car sa popularité explose. Félicitations, Suits est la série numéro 1 à la télé. Merci, c'est incroyable. Elle a presque 2 millions d'abonnés sur Instagram. Elle a beaucoup de fans, elle fait des tapis rouges. Voilà, c'est une star. La vie de Meghan va basculer en juillet 2016. En vacances à Londres, elle est invitée à dîner dans un club très chic de Soho par l'une de ses amies qui veut lui présenter quelqu'un. Ça a été une blind date, quelque chose de vraiment organisé par une amie commune. Ce soir-là, le prétendant de Meghan, c'est le prince Harry, le célibataire le plus convoité de la planète. La première question qu'elle est posée quand on lui a dit qu'elle allait rencontrer le prince Harry, c'était « Est-ce qu'il est sympa ?» On aura du mal à croire que c'est la seule chose qu'elle ait demandé à son sujet. Évidemment, rencontrer un prince, c'est excitant pour n'importe quelle fille qui se dit « Devenir princesse ?» Oui, bien sûr, les bijoux de la couronne, on les veut toutes.
Harry tombe immédiatement sous le charme de la star américaine. Il a dit que ça a été le coup de foudre. Il s'est dit, celle-là, il va vraiment falloir que je fasse des progrès parce qu'elle est très très bien. Très vite, Harry a été extrêmement déterminé dans sa volonté de séduire Meghan, qu'il l'a un peu bombardée de textos. À 35 ans, Meghan a déjà eu des histoires d'amour. Elle n'est pas prête à se jeter dans les bras du premier venu, quand bien même il serait prince. Elle l'a laissé insister. Il fallait vraiment qu'elle occupe le rôle de la fille désirée et convoitée. C'est Harry qui a dû conquérir sa bergère, pas le contraire. Pour profiter de leur relation naissante dans le plus grand secret, les deux amoureux vont s'isoler à l'autre bout du monde. Lui l'a invité 5 jours à partir le rejoindre en Afrique, au Botswana, comme son frère l'avait fait avec Kate d'ailleurs. Ils ont passé 5 jours loin des dorures, des palais, etc., à faire un trek, sans électricité, sans confort. Harry et Meghan apprennent à se connaître en toute simplicité. Même s'ils ne viennent pas du même monde, ils vont se trouver de nombreux points communs, notamment le divorce de leurs parents. Tous les deux ont grandi avec des parents qui, un temps, se sont déchirés, puis séparés. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, leur permet ça a dû créer un lien intime entre eux dès les premiers instants. Mais ce qui va séduire Harry par-dessus tout, c'est que Meghan est une femme engagée, avec des valeurs comme lui. C'est le moment de creuser des puits et d'améliorer les conditions de vie ici. Meghan n'hésite pas à parcourir le monde pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur, comme l'installation de l'eau potable dans un village du Rwanda. Il a trouvé quelqu'un d'entièrement différent, qui se sent une âme sociale, qui a des convictions politiques. Si elle avait été uniquement star de la télé, ça n'aurait pas suffi. Ça a plu à Harry. Partout où elle passe, Meghan fait entendre sa voix, comme à l'ONU pour l'égalité des femmes. Je suis fière d'être une femme et une féministe. Des images et des valeurs qui rappellent à Harry les combats de sa mère, la princesse des cœurs. Il a vu quelqu'un qui avait plus de choses en commun avec sa mère, au moins au point de vue de l'idéalisme et des causes politiques. Avec son parcours, Meghan a tout pour fasciner le grand public. Pour la première fois dans la famille royale, on va avoir une jeune femme qui a expérimenté dans sa vie, dans sa chair, des choses aussi difficiles que le racisme, la pauvreté, les luttes sociales. Meghan Markle pourrait bien devenir la nouvelle star de la dynastie Windsor. En un temps record, Meghan, la très sexy star américaine, a réussi l'exploit de détrôner la très anglaise et irréprochable Kate Middleton dans le cœur des photographes. Kate, qui était la personnalité médiatique numéro 1 de la famille royale ces dernières années, et ben là, elle est vraiment reléguée au second plan. Kate, ça fait 15 ans qu'elle est dans le circuit, je pense qu'on a compris qui c'était. Elle prend un méchant coup de vieux à cause de Meghan Markle, finalement, parce qu'elle est rétrogradée. Meghan, c'est la modernité, c'est le côté beaucoup plus rock. Une situation qui pourrait finir par énerver Kate Middleton, elle qui a tant fait pour l'image de la famille royale. Kate doit garder sa position et c'est pas facile avec quelqu'un de nouveau qui arrive. Meghan doit un tout petit peu exaspérer Kate parce qu'elle trouve qu'elle est trop américaine, pas assez rentrée dans le moule d'une future princesse. Pour l'instant, la version officielle, c'est que Kate est ravie de l'arrivée de Meghan dans la famille. Mais est-ce la réalité ? Que pensez-vous de l'annonce des fiançailles ? Will et moi sommes ravis. C'est une très bonne nouvelle. C'est un moment très excitant pour un couple. Je les félicite et j'espère qu'ils profitent pleinement de ces instants. Meghan et Kate ont l'air de très bien s'entendre. Meghan vit un peu ce que Kate a vécu, donc elle lui donne beaucoup de conseils. Pour faire taire les rumeurs, il se dit qu'en coulisses, Kate serait même allée jusqu'à coacher Meghan sur son futur rôle de princesse. Meghan a déjà dit que Kate l'avait beaucoup aidée. Au départ, elle m'expliquait à quoi il fallait que je m'attende, ce qui allait me surprendre, et elle dit que ça lui a rendu la vie beaucoup plus facile au départ. Sur le terrain du protocole, Kate n'a pas de souci à se faire. Meghan est encore loin d'être à sa hauteur, notamment en matière de révérence à la reine, comme on a pu le voir lors de son premier Noël. Il y a Kate qui fait une révérence assez normale selon les normes. Et puis on voit que Meghan, elle a fait un truc assez jeté comme ça, assez rapide, expédié.
pas sans conviction. Pour l'actrice américaine, cette révérence en public était une grande première. Elle a 35 ans de vie aux États-Unis, on n'est pas à la révérence, pour eux c'est une blague, hein, donc ça s'apprend. Il y avait encore un petit peu de boulot sur la révérence, là où Kate Middleton est un modèle du genre. Si aux événements officiels, Kate et Meghan affichent une complicité de rigueur, il se murmure que les deux femmes ne pourront jamais être de véritables amies. C'est certain qu'elles ont un océan qui les sépare. Elles viennent de deux mondes différents. C'est deux mondes parallèles quand même. Une est formatée pour, l'autre, c'était pas prévu au programme. Tout oppose Kate, la roturière programmée pour être princesse, et Meghan, la féministe des quartiers chauds de Los Angeles. Je pense pas que Kate et Meghan aient tant de points communs que ça, entre une actrice américaine et une femme anglaise qui fait pas grand-chose d'autre que d'être une femme de prince. Kate, aujourd'hui, c'est la parfaite mère de famille. Un petit peu trop lisse. Son quotidien, il est fait de quoi? De s'occuper de ses enfants à 100%, de s'engager pour quelque cause, mais on sent bien que c'est pas une femme aussi passionnée que peut l'être Meghan pour défendre des causes. La presse a déjà titré sur la guerre des belles-sœurs, pariant sur la montée en puissance des rivalités entre les deux jeunes femmes. Comment est-ce qu'elles vont le gérer? Ça, c'est vraiment le grand point d'interrogation. D'ailleurs, c'est ce qui va être passionnant à suivre. Elles ont tout intérêt à bien s'entendre pour faire en sorte que l'harmonie, surtout qu'il n'y ait pas de fuite dans la presse en disant qu'il y a de la rivalité, parce que là, c'est vendeur, mais pour eux, ce serait un petit peu un problème, dévastateur. Ça me fait rire, il n'y aura pas de rivalité. Face au poids de la couronne, les deux seules princesses roturières de la famille royale pourraient plutôt choisir d'allier leurs forces. Je pense qu'elles sont déjà très conscientes que c'est l'union, la paix entre elles qui les sauvera. Kate est assez intelligente, et je pense Meghan aussi, pour qu'à la longue, ça se passe extrêmement bien. Il semblerait même que Kate soit ravie de partager la pression. Kate est très heureuse d'avoir du soutien. Elle est contente d'avoir quelqu'un avec qui partager les charges qu'implique le fait d'être un membre de la famille royale. Là, elle a une alliée. Depuis 15 ans, sur le devant de la scène, Kate ne serait pas mécontente d'un peu de répit médiatique pour profiter de son troisième enfant en toute discrétion. Les deux premières grossesses de Kate Middleton ont été un déferlement médiatique sans précédent, particulièrement la naissance du prince George. C'est vrai, on a vécu un peu les mêmes scènes d'hystérie. Peut-être que l'arrivée de Meghan et Harry en tant que couple marié au sein de cette famille royale, ça va permettre à Kate d'avoir ce degré de retrait qui va lui permettre de s'occuper et de se consacrer 100% à ses enfants. Depuis qu'elle sort avec le prince Harry, Meghan Markle est devenue l'attraction numéro 1 en Angleterre. Le 25 septembre dernier, un an après leur incroyable coup de foudre, le prince Harry et Meghan Markle officialisent enfin leur histoire d'amour à l'occasion des Jeux Invictus à Toronto. C'était une entrée très bien organisée, avec une chorégraphe presque parfaite pour qu'elle arrive avec lui. On a Meghan qui elle-même a choisi une tenue pas protocolaire du tout. Elle arrive en jean troué avec des lunettes de soleil et une chemise boyfriend. Lors de cette première apparition, Meghan impose déjà son style. On est très loin des codes hyper protocolaires auxquels se plie Kate Middleton. Mais le couple ne s'arrête pas là. C'est du jamais vu qu'un membre de la famille royale non marié ose embrasser sa compagne dans un événement officiel. Non seulement ils se donnent la main, ce qui est très rare pour un couple royal, ils s'embrassent. C'est une image qui a surpris tout le monde. Bon, on savait tout de suite que c'était du sérieux. On sent qu'il y a un amour vrai, sincère, qui est là aux Invictus Games. Elle est contente d'être avec son petit ami. À partir des Jeux Invictus, Meghan Markle devient en une soirée la cible d'un déferlement médiatique planétaire qui ne cessera plus. Les médias du monde entier se précipitent pour en savoir plus sur cette jeune fille. Qui est-elle? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Comment est-ce qu'elle vit au quotidien? Les paparazzis, évidemment, la prennent en chasse, comme Kate Middleton à l'époque. Et elle devient la cible d'attaque. Tout est bon pour vendre, car c'est la première fois qu'un prince de la famille royale entretient une relation avec une métisse.
Et pourtant, ce simple amour va réveiller de vieux relents racistes. Évidemment, le fait qu'elle soit métisse a alimenté beaucoup de conversations pour dire mais est-ce que c'est normal, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est bien ou non pour le sang royal? On entend vraiment des réacs qui tiennent des propos racistes. Les pires horreurs circulent. Meghan est même accusée de menacer la monarchie britannique. Il y a même eu, rappelez-vous, des politiques d'extrême droite qui ont dit que le fait que Meghan soit fiancée avec le prince Harry allait souiller la famille royale. Donc ça va très très loin. Pourtant habituée aux ragots et fake news, la jeune comédienne devra en plus affronter les accusations délirantes venant de sa propre famille. Elle a une demi-sœur qui est haineuse au dernier degré, qui honnêtement déborde de jalousie vis-à-vis du succès de Meghan et qui a dit les pires horreurs possibles et imaginables. Pourtant, 17 ans séparent les deux femmes qui n'ont jamais vécu ensemble. Samantha Grant qui a dit en clair, elle a toujours rêvé de devenir princesse, elle avait des photos du prince Harry. En clair, vous savez, c'est une arriviste, c'est une ambitieuse, prête à tout pour y arriver. Elle s'apprête dans les semaines qui viennent à sortir un livre qui doit sobrement s'intituler « Confidence de la sort d'une future princesse arriviste ». Donc toute l'Angleterre attend déjà en quelque sorte de lire ce fameux livre. Meghan fait vendre. Les tabloïds anglais se régalent en déballant aussi l'histoire de son demi-frère. Thomas Markle Jr. a fait de la prison l'année dernière puisqu'il avait placé un fusil sur la tempe de sa petite amie. Donc c'est une famille un peu haute en couleur. Harry est révolté par les attaques subies par sa petite amie. Dès le début, Harry a compris qu'il y avait un danger pour Meghan. Et ça, le prince Harry ne le supporte pas. Ce lynchage médiatique lui rappelle douloureusement celui vécu par sa mère. Il se souvient très très bien à quel point ça a pu être un poids pour sa maman, pour Diana, et il refuse que sa compagne en porte le poids. Furieux, Harry fait publier un communiqué officiel pour que cessent les attaques racistes et sexistes à l'encontre de sa petite amie. Réaction extrêmement ferme, extrêmement révoltée quand Meghan a été attaquée et sur les réseaux sociaux et dans la presse. C'était sans précédent. Il a dit, vous vous arrêtez, vous racontez des salades, c'est pas vrai, c'est ma copine, ma future femme, donc vous acceptez et vous vous arrêtez. Par ces déclarations, Harry prépare subtilement l'opinion publique et sa famille à l'annonce de ses fiançailles. Mais il ne lui manque qu'un accord et le plus important, celui de sa grand-mère, la reine. Mylord, veuillez vous asseoir. Je pense que la reine a dû se préparer à l'idée que Harry allait quand même oser faire quelque chose de différent. Et la reine a donné son accord pour une étrangère, une actrice de télévision. C'est vraiment exceptionnel, c'est du jamais vu dans la famille royale. Si la reine accepte de faire entrer dans la famille royale une jeune femme métisse, divorcée et américaine, c'est qu'elle a tiré les leçons du mariage raté de Charles et Diana. Elisabeth a fini par comprendre qu'il n'y a rien à faire. Un mariage d'amour, c'est la seule chose finalement à laquelle on peut croire, parce qu'un mariage arrangé, ça finit toujours par tomber à l'eau. Enfin, le 27 novembre 2017, Harry et Meghan annoncent officiellement leurs fiançailles. L'occasion pour le couple de dévoiler le scénario de la demande en mariage. C'était un soir comme tous les autres. Une soirée tranquille. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait cuire un poulet. Enfin, on essayait. Oui, de rôtir un poulet. Je ne m'y attendais pas. C'était tellement mignon et naturel. Très romantique. Et c'est là qu'il a mis un genou à terre. Une demande en mariage finalement assez banale pour un prince tel que Harry. Et évidemment, cette façon de la raconter nous fait nous dire « Oh, mais en fait, ils sont tellement simples, tellement comme nous. » On se dit que Harry est un prince normal, mais de là à faire sa demande devant un poulet rôti, comme ça un dimanche soir à Kensington Palace, c'est vrai que ça fait un peu moins rêver, on est un peu déçus de sa demande en mariage. En revanche, la bague de fiançailles que le prince Harry a offerte à Meghan est, elle, unique et inestimable pour plusieurs raisons.
La pierre principale vient du Botswana et les petits diamants autour viennent de la collection de bijoux de ma mère, pour être sûr qu'elle nous accompagne dans cette aventure incroyable. Évidemment, Harry a aussi voulu associer sa mère à ce moment très important de sa vie. Les deux plus petites pierres qui viennent encercler ce gros diamant sont des pierres qui proviennent d'une broche que Lady Diana portait le jour de son mariage. Enfin, le prince Harry a tenu à concevoir lui-même la bague. C'est magnifique et il l'a dessinée lui-même, c'est dingue. Je trouve quand même qu'on est la famille royale et qu'on a des émeraudes gigantesques. Je trouve ça petit. En acceptant de devenir princesse, Meghan doit d'abord renoncer à son ancienne vie, à commencer par sa carrière d'actrice, qu'elle a pourtant mis des années à construire. Elle a clairement mis fin à son contrat avec la série qui l'a fait connaître, la série Suits. Elle était actrice, du jour au lendemain, elle ne peut plus l'être. Plus difficile encore pour une femme de caractère comme Meghan Markle, elle doit aussi sacrifier sa liberté d'expression. Meghan Markle ne pourra jamais voter, ne pourra jamais s'exprimer en public sur de la politique, sur de la religion, sur des sujets d'argent. Elle ne peut plus avoir un blog, pas de réseaux sociaux, pas de compte Facebook, tout ça, supprimé. La famille royale n'a pas le droit. Elle a fait place nette pour pouvoir prendre en charge la nouvelle mission qu'elle va avoir au sein de la famille royale. Catholique, Meghan Markle a dû se convertir. Elle s'est faite baptiser le 6 mars dernier lors d'une cérémonie tenue secrète. Pour rentrer parmi le rang des Windsor, il faut obligatoirement être de religion anglicane, puisqu'Élisabeth II est la chef de l'église anglicane. Des changements radicaux auxquels Meghan s'est pliée de bonne grâce et par amour, comme elle l'a confié récemment en interview. Je ne vois pas ça comme des renoncements, mais juste comme des changements. C'est un nouveau challenge. C'est un nouveau chapitre qui commence. Même en ayant réussi à tout surmonter dans sa vie, son principal défi désormais est d'arriver à se plier aux règles de la royauté la plus rigide du monde. C'est la monarchie sûrement la plus lourde qu'il y a aujourd'hui. C'est une monarchie où tu as encore tous ces uniformes, tu as la vraie couronne sur la tête. C'est une monarchie très sévère dans les règles. Alors qu'Harry, par sa naissance, a été élevé avec un protocole qu'il maîtrise parfaitement, Meghan doit, elle, appliquer sans faux pas les codes et exigences de l'aristocratie britannique, un monde qui lui est totalement inconnu. Le protocole est quelque chose de difficile à apprendre. Un futur membre de la famille royale ne fait pas de selfie avec la foule, ne donne pas d'autographe, porte en permanence une paire de collants sous ses jupes. Les robes très courtes et les décolletés plongeants, c'est fini. Des règles d'éducation vieille Europe absurdes et hors d'âge pour une Américaine. Et pourtant... Une personne qui doit rentrer à la famille royale ne croise pas les jambes et les met l'une à côté de l'autre. Elle devra au minimum toujours se tenir 3 pas derrière la reine. Elle devra faire la révérence à Élisabeth II. Pour être capable de tenir son rang, Meghan est suivie en permanence par une assistante personnelle qui a travaillé pour Kate Middleton. Le rôle de cette dame est donc désormais d'apprendre à Meghan tout ce qui se fait et ne se fait pas en matière de protocole royal. Meghan peut aussi compter sur les 33 ans d'expérience de Harry. Le prince Harry aussi l'aide. Il dit en riant qu'il lui fait des schémas pour qu'elle s'y retrouve dans tous les oncles, les tantes, les cousins, qu'il l'accompagne dans tout ce qu'elle doit connaître. Malgré tous ses efforts, la jeune Américaine va multiplier les faux pas à chaque nouvelle apparition publique. Alors du coup, elle a comme réflexe d'accepter un selfie, un autographe, voire même un câlin avec un fan qui lui le réclamerait. Or, tout ça, c'est strictement interdit par la famille royale d'Angleterre. Jamais Kate Middleton n'a enfreint le protocole à ce point. C'est différent, je dirais pas que c'est... Enfin, ça change de la raideur monarchique habituelle. Bon, pourquoi pas, hein? Il y en a qui... les gens, ça leur plaît, visiblement. Des ratés protocolaires qui pourraient bien devenir la marque de fabrique de Meghan Markle. Elle doit être forcément une digne représentante de la famille Windsor, mais à côté de ça, elle ne doit pas oublier ce qu'elle a été. Et puis, il faut aussi qu'elle marque dès le début sa différence avec Kate. Bien qu'ils les aiment, les Britanniques demandent l'exemplarité à leur prince.
Meghan Markle rentre dans une famille où 365 jours par an, 24 heures sur 24, même en vacances, partout dans le monde et toute sa vie, elle sera scrutée, épiée, et rien ne lui sera plus jamais épargné. Je trouve qu'elle doit être super amoureuse, hein, parce que pour se plier à toutes ces règles, ça doit être compliqué au quotidien. Il faut avoir beaucoup de caractère et surtout assez de courage quand même. Bien sûr, il y a la vie de palais, le luxe, les châteaux, les belles robes et les soirées. Mais en épousant un prince, Meghan aura aussi des devoirs. Ça va être aussi une vie difficile, où il faudra assister à des obligations parfois très lourdes. On doit faire des événements mondains en permanence. On doit regarder les gens en s'intéressant à leurs problèmes alors que peut-être on s'en fout. Meghan devra elle aussi porter le poids de la couronne. On est avec un homme qui ne fait pas ce qu'il veut, et donc on est la femme de quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il veut, donc on ne fait pas ce qu'on veut. C'est quelque chose qui est vraiment, mais qui est une privation de liberté que peu de jeunes femmes supportent. L'étiquette est vraiment d'une prison. En contrepartie, Meghan Markle gagne une visibilité médiatique à laquelle elle n'aurait jamais eu accès avant sa rencontre avec Harry. Elle va être beaucoup plus connue à travers son mariage avec le prince Harry qu'à travers sa série de Suits et son compte Instagram. Et elle a aussi suffisamment de suite dans les idées pour se dire d'accord, je vais avoir une nouvelle vie, je vais utiliser ce podium extraordinaire qu'est la famille royale pour changer les choses, pour changer le monde, ce qui est sa vraie volonté depuis son plus jeune âge. Elle peut se dire que je contribue encore à la modernisation de cette famille, à savoir le mariage entre un prince et un métis. Harry et Meghan, c'est l'histoire d'un conte de fées réel, celui du prince et de la bergère. Mais arriveront-ils à éclipser le couple star de la famille royale, Kate et William ? Lundi 23 avril, selon le même cérémonial et ce depuis des siècles, Buckingham Palace annonce la naissance d'un prince d'Angleterre. Encadré, un communiqué officiel est présenté au public sur un chevalet doré. C'est seulement après l'annonce faite par le cabinet de la reine que William a pu se rendre avec ses deux enfants, George et Charlotte, auprès de leur nouveau petit frère, Louis. Une heure après, et devant les caméras du monde entier, le duc et la duchesse de Cambridge présentent enfin leur troisième enfant, Louis, devant une foule attendrie. La journée d'hospitalisation coûtant 7 000 € aux contribuables britanniques, à la surprise générale, Kate ne sera restée que 7 heures à la clinique pour son accouchement. Et comme à son habitude, elle s'est montrée impeccablement coiffée et maquillée, comme si de rien n'était. Très heureux, ravi, merci. Trois fois plus inquiet maintenant. Depuis toujours, Kate et William renvoient l'image d'un couple parfait. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Leurs deux premiers enfants, George et Charlotte, sont déjà des stars. Charlotte, viens caresser le chien. La vie de Kate et William ressemble à un conte de fées. Et pourtant... Ça donne un couple assez lisse, ça donne un couple assez ennuyeux, boring, disent les Anglais. Oui, c'est trop goody-goody, c'est trop goody-goody, comment je traduis goody-goody? Trop... Ça sourit tout le temps. On dit que c'est parfait pour la reine, mais ça peut énerver des gens après un moment. Ils ne veulent pas être intéressants. Ils veulent vivre leur vie et assumer la tâche qui sera la leur quand l'heure viendra. Derrière les sourires de façade, il se murmure même que si William fait le strict minimum, c'est qu'en réalité, il redoute le jour où il devra mener la même vie que sa grand-mère, la reine. La reine, le 1er janvier de chaque année, sait quel sera son emploi du temps jusqu'au 31 décembre de l'année, quart d'heure par quart d'heure. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une journée à elle pour ne rien faire, pour rêver, tout est codifié. C'est un enfer. William veut-il vraiment être roi ? William est prêt pour être roi. Voudrait-il l'être? On ne peut pas le décider, mais il a été préparé à cette fonction. Aucun des membres de la famille royale n'a souhaité être membre de la famille royale. Et en gros, aucun des membres de la famille royale n'envie le fait d'être roi. On dit qu'il ne voulait pas l'être, mais sauf qu'il n'a pas le choix, comme le prince Charles n'a pas le choix non plus.
William ne serait pas encore prêt à endosser ce rôle si pesant. C'est une immense violence sur un individu de ne pas pouvoir tout au long de sa vie exprimer une seule opinion. On attend de vous que vous incarniez une éthique, une philosophie, que vous donniez un exemple. En coulisses, ce qui ferait tenir le prince William, c'est le soutien indéfectible de Kate qui se tient toujours à ses côtés. Elle est mon équilibre, a-t-il dit. Elle est la personne qui fait qu'un jour, je serai un bon roi, a-t-il récemment déclaré dans les colonnes d'un magazine anglais. Kate, elle aussi est parfaite. En toute occasion, elle se montre digne de la famille royale. C'est une bénédiction pour la famille royale d'avoir trouvé une jeune fille qui aime tant, qui assume cette charge avec autant de plaisir. Je dirais même plus, il y a une expression anglaise, on dit « she does the job », elle fait le boulot. Et surtout, elle ne commet jamais aucun raté protocolaire. Elle n'a pas fauté, c'est très difficile, ça demande une attention de tous les instants pour arriver à ce niveau de perfection. Pour elle, c'est naturel. C'est ça, je pense, la clé de son succès. Il faut dire que contrairement à Diana, Kate a été conditionnée toute sa vie à devenir princesse. Kate a été très longuement préparée. On a voulu tester sa volonté, on a voulu tester sa détermination, sa résistance morale. C'est pas pour rien que la presse anglaise a surnommé Kate Middleton Waity Katie, donc celle qui attend. Elle est tombée amoureuse de William, elle avait 20 ans, elle a mis 10 ans avant de l'épouser, donc je pense qu'elle a compris le rôle. La charge qui m'attend est très impressionnante, mais je prends tout ça avec sérénité. William est un très bon professeur, il m'aide beaucoup. Et j'ai hâte de passer encore plus de temps avec lui. Elle sait vraiment me flatter. Avec Kate, la monarchie gagne une princesse modèle, qui est aussi une gravure de mode. Tous les magazines se l'arrachent pour la mettre en couverture. Kate est superbe, elle a de l'allure. Elle a du style, elle a la classe, elle est toujours élégante. Elle a un corps pour tout porter, un peu comme Diana à l'époque. Kate est totalement une icône de mode. Kate fait le bonheur de la presse, mais pas seulement. Il faut savoir que la moindre robe, le moindre blazer, la moindre paire de chaussures, qu'elle soit ballerine ou en talons aiguilles portée par Kate Middleton, s'arrache dès le lendemain de son apparition avec par les jeunes Anglaises qui veulent vraiment recopier ce style. La princesse booste l'économie britannique à chacune de ses apparitions. Elle arrive à vendre absolument tout ce qu'elle touche, comme rarement d'autres femmes au monde. Ses best-sellers, toutes ses robes de grossesse et la tenue qu'elle arborait pour ses fiançailles. Elle portait une robe bleue, vendue. Plus aucune robe bleue de cette manière, de ce type était disponible. Un style impeccable qui fait vendre, mais manque un peu de fantaisie. À force de vouloir plaire à la reine, Kate commencerait à lui ressembler. Déjà, la reine, c'est très coloré. On a besoin de lunettes de soleil pour le regarder. C'est très mauvais goût, en effet, les couleurs que la reine porte. Et je trouve que Kate, elle est en train de basculer dans ce même mauvais goût. Et derrière les images de papier glacé, la princesse manque un peu de piquant. Kate, c'est pas du tout une princesse pop. C'est aussi une personnalité très sérieuse, voire même un petit peu effacée. Kate est quelqu'un qui est, disons-le, un peu réglé comme du papier à musique. Il faut que tout le monde puisse projeter sur elle une certaine idée de l'Angleterre, et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de surtout pas manifester une personnalité trop marquée. Depuis le début de leur relation, Kate et William font un sans faute, à chaque grande étape de leur vie. Ils sont parfaits. William, c'est le futur roi parfait. À part sa perte de cheveux, il est parfait. Et elle voilà, il n'y a jamais un faux pas. Le 29 avril 2011, le couple offre aux Britanniques le mariage le plus exceptionnel de tous les temps. C'est une bouffée de bonheur. C'est le prince, la princesse, la couronne d'Angleterre, le château, la grande traîne, la tiare, les diamants. Ça fait rêver. Il y avait presque 3 milliards de téléspectateurs réunis derrière leur petit écran, donc c'était une love story qui est en train d'émouvoir absolument le monde entier. Tous les ingrédients du mariage parfait sont réunis. Des invités célèbres, Elton John et le couple Beckham,
Une décoration sobre, mais majestueuse. Des mariés qui transpirent le bonheur. William et Kate représentent un amour sincère, un amour vrai. Ils se sont choisis. Eux, ils ont apporté un vent de fraîcheur, quoi. Faut être clair. Ils étaient beaux tous les deux, c'était très réussi quand même. En intégrant la dynastie Windsor, Kate, la roturière, réalise son rêve. Catherine Elizabeth, voulez-vous prendre cet homme pour époux? Oui, je le veux. Kate, toute sa vie, s'est préparée pour le grand jour, dans ses fantasmes dans sa tête. C'est ce qu'elle voulait. Elle le sait, sa robe fait oublier celle que portait Diana à son mariage en 1981. C'est une robe blanche avec beaucoup de dentelles, elle lui colle à la peau, elle est signée Alexander McQueen. La robe était dingue, la traîne était absolument magnifique. Kate avait tout prévu pour une arrivée grandiose, à un détail près. La mariée trop parfaite va se faire voler la vedette par sa sœur et son fourreau blanc. D'abord, c'est pas Kate qui fait le spectacle, c'est sa sœur. Quand on voit Pippa dans sa robe fuselée comme un avion de chasse, je dois dire que toutes les chaînes du monde ont été surpris. David Lowe, commentateur télé, a tout de suite senti que Pippa et sa chute de rein allaient cristalliser toute l'attention des médias. J'étais la première au monde de parler des fesses de Pippa. Et dans l'oreillette, on m'a dit « Chut, il ne faut pas parler des choses comme ça ». Le déhanché de Pippa fera la une de tous les journaux. On m'a félicité parce qu'en effet, toute la Terre parlait des fesses de Pippa, qui étaient plus sexy quand même. Il y avait un petit mouvement des hanches. Kate se consolera au balcon de Buckingham Palace. Le couple princier offre à ses sujets non pas un, mais 2 baisers en gage de son amour sincère. J'ai dit aux gens qui étaient sur le plateau, tu vas voir, il va lui rouler une 2e pelle. Et ça n'a pas raté dans la seconde qui suit. Ils se sont embrassés une 2e fois. J'ai trouvé ça d'un charme fou. Après le mariage parfait, 3 naissances, 2 garçons et une fille. Le choix du roi. L'avenir de la couronne est assuré. Ils ont fait les enfants quand il fallait, l'héritier est né, c'est même un petit garçon, donc il n'y aura même pas de conflit pour savoir, oui, un roi, une reine, non, voilà. Tout est vraiment bien dans le cadre, dans le moule. Des enfants déjà à l'image de leurs parents, bien habillés, sages et toujours souriants. Ils sont très attentifs à la bonne éducation de leurs enfants, au fait qu'ils doivent être surtout pas gâtés ou arrogants ou au fond ce qui pourrait assez vite arriver étant donné leur notoriété et leurs privilèges. Aux obligations protocolaires, William et Kate préfèrent les soirées en famille au coin du feu. William et Kate passent beaucoup de temps en famille. Ils aiment beaucoup manger une pizza devant la télévision, comme beaucoup de gens aiment faire. Donc c'est une vie de famille assez banale. Ça n'a pas l'air très folichon, mais en même temps, je crois qu'ils ont une vie de vieux jeunes, de 35 ans, qui ont 3 enfants. Ils ont l'air très contents. Dans leur vie privée, ils veulent surtout la paix, un bonheur, entre guillemets, comme les autres. Ils inventent un nouveau style qui est la simplicité monarchique. Voilà. Un quotidien ordinaire qui agace au plus haut point les médias qui cherchent absolument à trouver des failles à ce couple, si parfait en toutes circonstances. La presse est à l'affût de n'importe quel petit écart ou faux pas pour feuilletonner autour de ce couple. C'est Kate Middleton qui va donner à un journal français son scoop de l'année 2012. Elle avait été prise au téléobjectif, seins nus, alors qu'elle était dans une propriété privée à se reposer. La photo fait le tour du monde. Le couple attaque le journal et gagne son procès. Le magazine français a été condamné à 45 000 € d'amende. Et voilà, ça marque les esprits quand même. Depuis, la presse s'est contentée de critiquer Kate sur sa maigreur et de s'interroger sur d'étranges coupures aux mains. Lorsque la presse a noté que Kate Middleton avait régulièrement des pansements sur les doigts, elle en est venue à se poser la question de savoir si elle n'était pas, comme Diana avait pu l'être, boulimique. Parce que pour se faire vomir, on se met les doigts au fond de la gorge, et est-ce que c'est pas ça qui l'aurait blessée ? Il n'en faut pas plus aux journalistes pour conclure que Kate serait aussi malheureuse que Diana et souffrirait des mêmes troubles alimentaires. Du côté de William, rien de très croustillant à se mettre sous la dent.
La pire chose qui est reprochée au prince, c'est de ne pas s'impliquer assez dans les affaires de la couronne. D'ailleurs, il a été beaucoup critiqué pour son manque d'apparition. On disait de William qu'il était un petit peu feignant. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Enchanté. Depuis qu'il est père, William n'honore qu'une centaine d'obligations protocolaires quand sa grand-mère en assure plus de 300. On a trouvé qu'il n'avait pas assez d'engagement parent, ce qui était vrai, honnêtement. Il en avait beaucoup moins que le prince Charles, beaucoup moins que ses grands-parents qui ont quand même respectivement 91 et 95 ans. Les seules images volées de William datent de mars 2017. Le prince a été filmé se déchaînant sur la piste de danse d'une boîte de nuit en Suisse. On a ces images de lui en train de danser, de faire la fête. C'est génial, on a très envie de les exploiter médiatiquement. Et quitte même à lancer une histoire sur est-ce qu'il s'ennuie pas avec Kate Middleton. Au final, rien de bien scandaleux. Nous, ce qu'on voit d'eux, ce sont les moments où ils sont particulièrement droits et stricts. Mais on espère bien que derrière les portes fermées, eux aussi savent faire la fête et vivent la vie d'un couple trentenaire comme tous les autres. Si le peuple britannique est friand des contes de fées des temps modernes, il a aussi besoin de frasques et de scandales. Un couple royal chasse l'autre, pourvu qu'il assure le spectacle au sujet de sa gracieuse majesté. Alors, depuis l'annonce de leur fiançailles, Meghan et Harry ont totalement éclipsé les trop lisses et trop parfaits William et Kate. Kate et William, ils sont plus réservés, plus raides, plus ennuyeux quand même. L'attention est aujourd'hui sur Harry et Meghan, parce que c'est la nouveauté, parce que c'est l'avenir. William et Kate, c'est déjà plié. Alors cette année-ci, malgré la naissance du troisième enfant de Kate, ça va être l'année Harry et Meghan. Par leur simplicité et leur décontraction, Meghan et Harry apparaissent plus modernes et plus fun, en un mot, moins ennuyeux. Le public n'attendait que cela. C'est un couple assez sulfureux, assez très beau, jeune, dynamique. On les voit s'embrasser avec Harry, etc. Tout ce qu'on n'a jamais connu entre Kate et William. Ils rigolent, ils se tiennent la main, plein de fraîcheur. C'est ça qui est attirant, je pense, pour les gens. Malgré leurs différences de style, les deux couples ont tout intérêt à s'entendre, car William et Harry sont inséparables depuis la mort de leur mère en 97. C'est vraiment ce drame qui va les souder indéfectiblement l'un à l'autre. On dit qu'ils ne passent pas une journée sans s'appeler l'un l'autre, même parfois plusieurs fois par jour. William et Harry sont hyper proches, hyper complices. William a toujours protégé son petit frère et inversement. Je pense pas qu'il y ait une relation de jalousie entre eux. Il n'y a pas de compétition entre eux, mais au contraire, il y a une grosse solidarité qui est importante pour une monarchie. Pas question pour eux de laisser une femme mettre en danger leur complicité. Je te fais peur. Et quand William félicite son frère pour son mariage, forcément, il le fait de façon très ironique. À titre personnel, j'espère que ça veut dire qu'il se tiendra loin de mon frigo et qu'il arrêtera de voler toute ma nourriture, comme il l'a fait ces dernières années. Pour couper court à toutes les rumeurs de rivalité ou de jalousie entre leurs compagnes, les deux frères ont une solution, faire des apparitions tous les quatre. Kate, Harry et moi sommes ravis d'être là ce matin et de lancer notre premier forum de la Fondation Royale avec Meghan. Ce qu'on en dit, c'est que les quatre s'entendent bien. Ils font beaucoup de choses à quatre. Déjà, très vite d'ailleurs, Kate est la première personne qui a rencontré Meghan de la famille avec William. Ils ont une grande confiance entre eux, tout ce petit quatuor. Un quatuor royal qui a déjà un surnom, les Fab Four, en référence au surnom qu'avaient les 4 Beatles. Les deux couples ont d'ailleurs choisi de partager l'immense palais de Kensington. Évidemment, la résidence de Diana, donc pour Harry et William, c'est lié à des souvenirs d'enfance, à beaucoup de choses qui ont compté pour eux. Et puis, ils aiment bien être ensemble. Donc là, Kate, William, Harry et Meghan seront voisins. C'est dans ce lieu chargé d'histoire familiale que Harry et Meghan vont écrire leur avenir, avec ou sans enfants. Meghan n'est pas comme Kate, soumise au devoir de donner des héritiers à la monarchie. La couronne a déjà George et Charlotte, donc ils n'ont pas besoin, de façon institutionnelle quasiment, d'avoir des enfants. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais la question présente dans tous les esprits est: Meghan supportera-t-elle la pression et Harry sera-t-il le mari fidèle qu'elle imagine?
Meghan, c'est un mélange de Diana et de Kate ensemble. Donc il se peut que ça passe très très bien, ou il se peut que ça se passe peut-être un peu moins bien. La vie de princesse, c'est d'être coquefille assez vite, parce que Harry, c'était chaud lapin jusqu'il y a pas longtemps. Et Meghan, elle va pas tolérer qu'il le trompe. Déjà, certains observateurs parient sur l'échec de leur union. Ils semblent trop différents pour bien s'entendre. Magie de la rencontre, je sais pas, mais en tout cas, ouais, ça... si ça tient, ça sera marrant. L'histoire nous dira si ce mariage est aussi solide qu'il en a l'air. En attendant, les deux fils de Diana ont trouvé leur bonheur sous le regard bienveillant de leur grand-mère, Élisabeth. La reine est très encourageante avec les campagnes de ses petits-fils, elle est protectrice, elle pense que c'est important qu'ils aient le temps de construire une cellule familiale très forte. Donc elle a l'intelligence d'accueillir ses petites filles par alliance avec beaucoup de bienveillance et de mettre en place les conditions de leur réussite. Seule ombre au tableau, une nouvelle bataille pourrait éclater entre les couples. Lequel sera le plus populaire ? Si jamais Harry et Meghan, qui sont quand même plus cool et plus chaleureux et plus sympathiques d'aspect, attirent plus de monde et plus de presse, bon, ça peut quand même au bout d'un moment être un petit souci pour la royauté. Aujourd'hui, le match est déjà joué. Meghan et Harry remportent le prix du glamour, du naturel et de la simplicité. Une posture qui iront avec la droiture et la perfection sans tache affichée par le couple William et Kate. J'ai confiance en Kate et William pour stratégiquement choisir quelques événements qui vont faire qu'on parle d'eux. Et j'ai également confiance en Harry et Meghan pour se retirer au moment où il faut. Tout est calculé. La vie est un long chemin, oui, et moi je pense qu'à la fin, les gagnants, ce seront quand même Kate et William. Kate et William, Meghan et Harry, ou l'histoire d'un conte de fées. Une histoire où deux petites filles du peuple sont tombées amoureuses de jeunes et beaux princes orphelins. Mais souhaitons que, comme dans les contes de fées, ils s'aimèrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.